Geoffroy Vaha, le directeur général adjoint de True TV Watt FM, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui du retrait du Mali, du Burkina et du Niger de la CEDEAO. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge Kaboré, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Déjà, d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut revenir sur les principaux motifs qui avaient été invoqués par les trois pays qui ont formé l'AES pour justifier ce retrait de l'instance sous-régionale, la CEDEAO? Bon, je pense que c'est de la mémoire de tous. Hein. Je pense que c'est 28 janvier. On a eu cette nouvelle dominicale-là. Je pense que ça a été quand même une surprise pour beaucoup. L'annonce du retrait en sortant donc de ces trois pays, Mali, Burkina, Niger. Pour nous, c'est le Premier ministre d'aujourd'hui, alors ministre de la Communication, qui a lu le communiqué à la télévision nationale. Succinct et assez précis. Je pense qu'il est rappelé d'abord dans le communiqué le fait que la CEDEAO, en tout cas de la perception de l'AES, a dévié de ses missions d'origine, qui sont celles empreintes de panafricanisme et de solidarité entre les pays. Et il y a plusieurs points qui sont ressortis. Il y a le fait que c'est sous on va dire la domination de certaines puissances que cette déviation est intervenue. Maintenant, il y a les reproches qui sont clairement égrenés dans ce communiqué-là. Il y a d'abord la non-assistance à ces pays-là dans les turpitudes qui sont les leurs, notamment le défi sécuritaire. Et il y a le deuxième point qui revient, ce sont les sanctions qui ont été qualifiées d'inhumaines et irrationnelles même, prises à l'encontre donc des pays alors qu'ils étaient dans cette lutte-là. Donc, étant d'éléments d'incompréhension qui, en définitive, dans la conclusion, permettent la déduction de ce que, bon, il n'y a plus de destin commun et donc les trois pays ont décidé donc de partir. Nous faisons donc un saut dans l'histoire. 28 janvier 2024, donc, l'annonce de ce retrait. Dans la suite, quelles ont été les réponses apportées par l'instance sous-régionale après une telle décision annoncée par trois pays? Quand on regarde, je pense qu'il y avait eu une première rencontre d'Ardar au Sénégal et puis en février, il y a eu un sommet de la CEDEAO. Maintenant, quand vous regardez, c'est ce qui a été un peu dommageable, c'est que dans la réaction première, il n'y a pas eu une oreille attentive aux récriminations qui ont été faites notamment par les trois pays posés sur la table pour sortir notamment de la CEDEAO. Et ce qui s'est passé, regardez bien les décisions qui sortent. Les décisions rappellent déjà la dynamique qui avait été enclenchée dans le sommet précédent. Donc rappelant encore les sanctions contre le Niger, alors que ces sanctions-là étaient aussi le problème, et c'est pour cela que cela avait été évoqué le 28 janvier dans l'acte qui a été lu dans les différents pays pour rappeler le retrait des pays de l'AES, de la CEDEAO. Donc cela n'a pas eu une oreille attentive, et bien au contraire, on a eu comme l'impression que ces chefs d'État ont appuyé sur la plaie. Ils ont dit ils vont maintenir les sanctions. Et n'oublions pas aussi que sur le chapitre, ils ont même rappelé un point, c'est dire que la CEDEAO est contre les coups d'État qui sont fomentés dans son espace. Donc c'est encore un autre point qu'ils ont rappelé. C'est-à-dire qu'ils ont refusé à un moment donné de tenir, comment dire cela, de tenir comme préalable ce qui est arrivé, se demander comment est-ce qu'on se projette. Ben, ils se sont dit que pour le Niger, par exemple, il y avait quelque chose d'intolérable. Et dans les différents points, vous voyez, il y a la question de Bazoum encore qui révélait, parce que rappelons que un peu en avant, lorsque le pouvoir nigérien n'était pas encore bien positionné, il y avait cette volonté d'aller même intervenir. Et donc, cela n'ayant pas pu se faire, il y avait la question de Bazoum qui révélait encore sur la table. Donc ça donnait plutôt l'impression d'un genre de syndicat de chefs d'État qui cherchaient à préserver les intérêts des messieurs avec lesquels ils ont été tout le temps. Et sûrement, par ricochet aussi, travailler à ce que ça ne vienne pas dans la tête des bottes qu'il y a chez eux. Ça aussi, je pense que c'est cette réalité-là. Donc ça fait que les premières réactions n'ont pas forcément été bonnes et ont été très mal perçues par les pays de l'AES, ce qui les a fortifiés dans leur posture, et on a vu donc comment est-ce que les choses ont évolué. Mais
les premières réactions, comme j'ai dit, elles ont été dues au regard même des premières sanctions qui ont été prises. Rien n'avait vraiment changé pour le sommet de février. Maintenant, il faut attendre une évolution des choses lorsque on constate qu'au niveau de l'AES, il commence à avoir du contenu qui est mis et on commence à se dire, mais est-ce qu'ils ne sont pas vraiment sérieux dans leur dynamique? C'est là qu'interviennent un peu les évolutions dans la perception notamment de la décision des pays de l'AES de partir. Sinon, au départ, on avait comme l'impression que certains le lisaient comme étant un genre de jeu de chantage qui était fait et qu'il n'allait pas, parlant de ces trois pays-là, aller jusqu'au bout de leur dynamique. Des récriminations apportées par trois pays qui claquent la porte de l'instance sous-régionale, des réponses que l'on peut juger insuffisantes apportées par la CEDEAO. Aujourd'hui, nous sommes à une année de l'annonce de ce retrait. Il y a aussi un bilan que l'on pourrait essayer de faire. Vous, en tant qu'analyste, quelle est l'analyse que vous arrivez à faire de ce processus qui a duré une année jusqu'à aujourd'hui, 28 janvier 2025? Quel bilan est-ce qu'on peut faire de l'annonce du retrait à aujourd'hui? Déjà, je crois aussi qu'il faut noter que l'AES, dans l'acte même de sa création, précède la décision de quitter la CEDEAO. C'est parce que ces pays-là se sont dit en septembre, avant donc le 28 janvier, le septembre d'avant, se sont dit qu'ils, septembre 2023, se sont dit qu'ils ont des gens de destin commun parce qu'ils auraient deux dénominateurs communs en termes d'ennemis. Donc il faut travailler à y aller. Donc c'est l'aspect sécuritaire d'abord qui les met ensemble et puis l'impression d'être incompris au sein d'un espace duquel ils attendaient un certain apport et un certain soutien. Donc ceci dit, quand la décision de l'AES se fait, je pense qu'il y a la question des besoins qui sont ceux sécuritaires, qui sont d'abord le noyau dur. En un an, c'est difficile pas que c'est difficile, c'est injuste de faire, comment dire cela, de faire un procès alors qu'on a des institutions qui existent depuis plusieurs décennies, qui elles-mêmes sur certains éléments peinent encore à avoir des résultats probants. Mais je pense que le défi premier était d'abord dans asseoir ce qu'était le principe commun de départ, asseoir la réponse à la préoccupation première. C'est d'abord celle sécuritaire. Les raisons qui ont été données, je les ai rappelées tout à l'heure, c'est parce que les autres, selon les pays de l'AES, ne se sont pas vraiment sentis pleinement concernés parce que traversaient ces pays-là. Et bien au contraire, dans la lutte qui était très difficile, ils les ont un peu asphyxiés. Maintenant, quand vous avez cette réalité, vous dites notre besoin premier, c'est la question sécuritaire. C'est pour cela que très vite, vous avez vu que les questions de coopération sur les questions de renseignement qui existaient déjà, quoi qu'on dise, entre les trois pays, ont été accrues. Et puis, on a entrevu aussi la question de ces missions conjointes qui devenaient assez répétées. Une bonne intelligence, notamment au niveau des trois frontières, qui sont évidemment le ventre mou en matière de réponse sur la question sécuritaire. Donc, il y avait ça. Et puis, il y a sur la question aussi des choix. Ils sont allés ensemble sur un genre je vais dire, un genre de diagnostic. Il y a quelqu'un qui est présent qui ne nous arrange pas forcément. C'est l'ancienne colonie, l'ancien colon, le français. Mais il y a aussi d'autres bottes étrangères qui sont présentes dont on ne comprend pas forcément l'apport. Et il y a eu le départ qui avait été demandé avec les dénonciations d'accords de défense et tout. Tous les trois pays l'ont fait. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a une démarche commune et il y a un genre de process comme décidé de commun accord qui était en train d'être déroulé tout au long des mois. Maintenant, vous avez vu les annonces les plus récentes, c'est la question de la force unifiée de 5000 hommes. On annonce, je pense que c'est à partir de demain, le passeport commun qui devrait donc sortir. On a vu plusieurs missions des ministres des Affaires étrangères pour dénoter que la confédération qui est signée en juillet et qui fait du président Goïta le président de la confédération n'est pas seulement qu'un 20 mots et que certaines décisions et certaines postures du point de vue politique et géostratégique se prennent ensemble. Donc ce sont autant d'éléments qui dénotent petit à petit que ce n'est pas seulement la frustration de l'inconfort dans un espace qui a fait que bon, ils sont partis. Il y a la volonté en tout cas d'avoir une réponse commune à un problème commun. Et quand vous regardez aujourd'hui la multitude
de rencontres qu'il y a entre les ministres des Affaires étrangères, entre les différents départements, on se rend compte que la question de la confédération n'est plus forcément qu'un vain mot. On tente d'y mettre un contenu, même si on sait aussi, ça je le répète, il y a la question des espoirs, parce que souvent c'est des espoirs démesurés qui se retrouvent pour moi déçus. Mais lorsqu'on a des espoirs, il faut toujours être dans la mesure des attentes à la fois naturelles et légitimes, et là comme ça on se donne le temps de se projeter. Il faut qu'on se dise que cette AES là, ça va se construire avec beaucoup d'éléments, mais ça ne va pas se faire des claquements de doigts et un peu de mois. Donc au moins il y a des jalons qu'on sent qui sont en train d'être jetés, et ça au moins en un an c'est des éléments qu'il faut reconnaître. Quoi que l'on dise, aujourd'hui nous sommes au terme du délai qui avait été imparti selon les textes de la CEDEAO. Ces 3 pays ont annoncé que c'était un retrait avec effet immédiat. L'instance sous-régionale avec ces textes prévoyait un délai d'une année. Nous y sommes J-1. Quand on regarde aujourd'hui, quels peuvent être les enjeux aujourd'hui, quelles peuvent être les formes de collaboration possibles entre l'AES et la CEDEAO? Je crois que dans les hypothèses les plus optimistes, c'est que le fait qu'il y ait la création de cette AES-là ne change rien sur, pour moi, les questions de libre circulation des biens et des personnes, ainsi que des capitaux. Je pense que c'est ça d'abord le plus important. Ça, c'est déjà dans la partie AES qui l'ont dit, mais est-ce qu'au niveau de l'ensemble des autres pays de la CEDEAO, c'est aussi confirmé pour cela? C'est ce que j'ai dit, pour moi, c'est l'hypothèse la plus optimiste en termes de coopération et des rapports avec la CEDEAO. Maintenant, quand vous regardez, au fond, il y a que dans les postures, on se rend compte que l'AES, en disant clairement on s'en va avec effet immédiat, préparer les esprits de la CEDEAO à cette date logique que nous avons aujourd'hui. La procédure, que c'est un départ, mais il n'y a pas de possibilité de retour. Mais en même temps, quand vous regardez, même l'AES, dans son fonctionnement, se donnait plutôt les moyens en attendant la date en question. La preuve, on a eu la réunion de dimanche dernier. Si il est vrai que dans notre entendement, c'est comment dire ça, le départ unilatéral et que le reste, ce n'est pas notre problème, je pense que dès que le départ s'est fait unilatéralement, on devrait commencer à prendre des décisions et de dire que voilà comment ça va fonctionner demain. Mais non, on reste attentiste parce qu'on connaît, il faut avoir la froideur aussi pour moi de l'analyse pour dire qu'on ne peut pas, avec ces 3 pays-là, se dire qu'on va se fermer de tout le monde et puis fonctionner. Ce n'est pas possible. Il y a l'obligation de trouver des justes milieux et des opportunités de part et d'autre. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'indéniable. Et je pense que ceux qui nous gouvernent, avec froideur aussi, voient ces enjeux-là. Maintenant, évidemment, le clair mot dans ce que pourrait être la coopération entre l'AES et la CEDEAO reste définitivement aux mains de la CEDEAO, parce que l'AES, elle a déjà donné toutes ses cartes. Elle a dit, pour nous, la libre circulation n'est pas un problème. La libre circulation avec les autres pays de l'AES n'est pas un problème, y compris celui des capitaux, celui des hommes, celui des marchandises. L'AES a dit, ce n'est pas un problème. Et quand vous écoutez, par exemple, la rencontre de dimanche dernier avec le ministre des Affaires étrangères du Mali, il a dit, on n'a aucun problème, les peuples n'ont pas de problème. Il peut y avoir des visions différentes pour ce qui est des dirigeants, mais il y a une solidarité, un panafricanisme, un rapprochement des peuples qui est indéniable. Donc il y a un discours qui prend en compte, pour moi, les enjeux du moment, et ça c'est important que de pouvoir le comprendre et de le noter. L'autre également constat, quand on regarde tout au long de ce délai qui avait été imparti, c'est que d'une AES qui était tout de même décrié, aujourd'hui l'AES se retrouve avec un certain nombre de sympathisants au sein même de la CEDEAO. On pourrait en ce moment parler du Ghana, parler du Togo. En termes de diplomatie, quelle pourrait être la voie utilisée par l'AES pour tirer profit justement de cette nouvelle donne, avoir des pays qui ne condamnent pas des pays qui s'intéressent de plus en plus à ce que fait l'AES. Au Ghana, on a vu récemment la nomination d'un conseiller spécial au niveau de ces pays de l'AES. Oui, c'est clair, c'est le changement aussi, quoi qu'on dise, d'homme à la tête du Ghana qui aujourd'hui donne cet effet-là. On serait en continuité de mandat, on n'aurait pas forcément le même traitement. Ça, c'est aussi une réalité. Mais c'est déjà, pour moi, un genre d'opportunité. Parce que ça présage
pour moi de ce que les débats au sein de la CEDEAO ne soient pas ceux qu'on avait vus avant, avec des décisions, je ne dirais pas cavalières, mais qui sont assez tranchées et qui visaient très rapidement à circonscrire ces trois pays-là dans leur genre de confinement et se dire que ce n'est pas un exemple à suivre, donc il faut étouffer au maximum. Non. Avec cette évolution, pour ces pays au sein, ça commence à être pour moi des genres de voix qui peuvent être intéressantes dans le débat même à l'intérieur de la CEDEAO. Maintenant, évidemment, nous, en tant que pays de l'AES, j'ai dit, il y a un gain à ne pas couper les ponts. Ça, c'est une réalité. Et je pense qu'il y a la disposition claire qui avait déjà été exprimée. Et c'est pour cela la question de la diplomatie ici, pour moi, devient importante. C'est que ça devient un genre de lobbying possible avec ces États avec lesquels on s'entend d'une certaine façon. Le Togo qui a facilité, quoi qu'on dise, beaucoup d'éléments sur des questions assez précises, même sur les sanctions depuis le cas du Mali jusqu'à la question nigérienne. Le Togo, on l'a vu comment il s'est positionné. Le Ghana aujourd'hui, le tapis rouge qui est déroulé à Ibrahim Traoré, le capitaine président, et les invitations envoyées et au Mali et au Niger, augure de ce qu'il n'a aucun problème à être sur la table de discussion avec ces messieurs. Alors qu'il y en a d'autres qui ont brillé par leur absence à l'investiture, on pourra en faire la claire lecture de ce qu'ils ne veulent nullement peut-être être mêlés à un certain nombre d'éléments parce qu'ils ne reconnaissent pas un certain nombre d'éléments. Bon, ben, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, mais je veux dire que ces pays-là peuvent être un genre de facilitateurs et pour moi c'est déjà important. Et donc il y a un genre de diplomatie qui peuvent être donc pour moi dans la dynamique d'un lobbying qui puisse permettre à ce que il y ait la voix de l'AES qui continue d'être entendue au sein de la CEDEAO et qu'il n'y ait pas seulement que quelques piliers qui laissent transparaître leur perception des choses avec des décisions qui impactent au niveau de la CEDEAO. Donc je pense qu'il y a un coup à jouer sur ce chapitre. Indubitablement, quoi que l'on dise, la sous-région ouest africaine aujourd'hui est partagée entre la CEDEAO et l'AES avec qui il faudra désormais compter. Quand on regarde, un certain nombre de pays au niveau de la CEDEAO ont toujours garder des liens étroits en termes de collaboration avec des pays comme la France, avec d'autres pays comme les États-Unis par exemple, contrairement aux pays de l'AES qui, on le sait, sont focalisés vers des pays comme la Russie également. Sur le plan géopolitique, quelle forme de collaboration en termes de sécurité-défense entre l'AES et la CEDEAO, étant donné ces enjeux géopolitiques qui existent? Oui, vous faites bien de le dire. Quand on regarde par exemple même le cas ghanéen, le cas ivoirien, les autres pays aussi dans certaines mesures, il y a pas seulement la question de la France, il y a le déploiement aussi de certains dispositifs, drones et autres américains qui sont en train d'être entrevus, et ça, ce n'est pas un secret. Maintenant, le problème, c'est que les pays de l'AES, eux, ont un regard, et ça c'est légitime, hein, un regard, on va dire, très très sensible sur ces questions de partenariat, parce que au fond, ça a été l'un des éléments qui a été mis sur la table en termes d'analyse, comme je le disais à un moment donné, sur des empêcheurs d'avancer ou des non-apporteurs de solutions. Donc en ce moment-là, comment se mettre en intelligence avec d'autres armées qui sont toujours dans un schéma comment on appelle cela, de coopération de défense avec ceux que les pays de l'AES ont eux-mêmes chassés. C'est des éléments qui vont forcément être difficiles. Mais en même temps, vous l'aurez compris, les autres aussi auront la même perception aussi des choix nouveaux que nous avons avec la Russie, parce que c'est une question géostratégique sur cet espace-là. Toutes ces puissances-là aussi jouent le jeu de leurs intérêts et par ricochet les collaborations qu'ils ont. Donc peut-être sur le plan pour moi militaire, ça sera quand même un peu difficile. Ça sera quand même un peu difficile, mais sur le plan économique et autres, je pense que c'est les chapitres sur lesquels les évolutions peuvent se faire le plus aisément possible. Mais sur le plan militaire, avec certains pays, ça va être forcément difficile au regard des suspicions déjà qu'il y a. Et je rappelle toujours les propos de l'ancien, du président lors de, je pense, de la montée des drapeaux. Il a indexé clairement la question des accords de défense. Il a dit, pour lui, c'est là-bas le problème. Donc, tant que vous ne les avez pas dénoncés,
nuancée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans une démarche sincère sur les questions de souveraineté. Donc, quand vous avez ce regard-là, ça veut dire que pour aller en collaboration militaire avec quelqu'un qui est en accord de défense sur des questions pour lesquelles vous êtes suspicieux, c'est difficile. Quel avenir aujourd'hui de la CEDEAO sans ces 3 pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger? Parce que quoi que l'on dise, il y a un vide qui est laissé. C'est clair. C'est clair qu'il y a un vide. Et quand vous lisez, encore, je ramène les conclusions du sommet de février 2024, après l'annonce du retrait des pays de l'AES, il y a même égrené ce que peuvent être les conséquences et les impacts du retrait des 3 pays. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un accent qui est mis aussi sur les projets conjoints dans ces espaces-là. Évidemment, mettant en avance aussi le fait que, bon, si vous quittez, voilà ce que vous perdez. Mais en même temps aussi, il est égrené ce que la CEDEAO risque fort aussi en termes de gains perdus. Parce que, regardez notre espace, quand même, nous sommes 17,5% de la population de plus de 400 millions de notre région. Quand vous regardez, c'est 10% du PIB quand on parle de l'AES, donc ce qui n'est pas rien. Et puis, regardez aussi la plupart de ces pays-là, qui pour certains sont des poumons économiques de la région, pour la Côte d'Ivoire, on connaît les liens forts avec le Burkina, sur certaines questions, le bétail et autres, il y a une certaine dépendance, il y a une interdépendance sur certaines autres questions. C'est ça la réalité. Vous allez prendre par exemple un pays comme le Mali et le Sénégal, vous allez dire que bon, le Mali aura le problème des débouchés, mais le Mali est le premier quand même, le premier client du Sénégal, avec une balance commerciale excédentaire pour la partie sénégalaise depuis fort longtemps à hauteur de plusieurs milliards quand vous regardez. Donc le Mali importe beaucoup à partir du Sénégal, mais qui encaisse aussi le Sénégal. Donc autant peut-être que si on se décide à ce que les dispositions que l'on avait avec la CEDEAO changent, autant le Mali sera dans l'inconfort de chercher des débouchés, autant le Sénégal devra chercher un client nouveau. C'est ça aussi la réalité des rapports que nous avons. On a été dans un espace qui, quoi qu'on dise pour ce qui est de la CEDEAO, moi je le répète, c'est ma conviction, sur les questions de libre circulation, les questions économiques, est un exemple. Pas parfait, mais a été quand même un exemple. Maintenant, pour moi, c'est vrai, sur la gestion de certaines crises et puis sur des éléments politiques, il y a un autre débat qu'on peut mener. Mais sur la question économique, il faut reconnaître que cet espace CEDEAO a été aussi un exemple. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense qu'avec froideur, dans le discours, c'est le discours de l'ouverture, de sorte à ce qu'on puisse garder certains éléments de cette économie-là, même si on a quitté cet espace pour des raisons politiques et pour des raisons qui sont assez claires. Maintenant, pour les autres aspects, c'est des éléments qu'on veut continuer de préserver, parce que quoi qu'on dise, ça a toujours porté aussi ses fruits. Est-ce que la CEDEAO pourrait survivre à une autre saignée? Quand on regarde, on a parlé des clins d'œil, on a parlé aujourd'hui des bons rapports que l'AES a avec des pays comme le Ghana, comme le Togo. D'autres parlent aujourd'hui d'une dislocation possible en cas encore de retrait d'un autre pays. Oui, dislocation, moi je pense qu'il ne faut pas aller si loin que ça. La CEDEAO, c'est quoi? C'est 15 pays membres. C'est 3 qui sont partis. 3, vous l'avez dit, qui représentent beaucoup déjà. Oui, 10% du PIB, 17,5% de la population, mais il ne faut pas négliger la part de ceux qui restent. Et je pense que nous sommes dans un combat qui nous concerne d'abord. Et je pense que le panafricanisme aussi, c'est ça. C'est vouloir le bonheur de tout Africain, de tout peuple. Donc, chacun choisit sa voie. Et chacun assume ses combats dans le temps et selon son moment. Aujourd'hui, nous sommes dans un combat, mais regardez la question des armées et bottes étrangères. La Côte d'Ivoire l'a connue sous Gbagbo. Vous avez vu les jeunes qui étaient devant le 43e BIMA. Mais en son temps, quelle était la posture du Burkina sous Blaise Compaoré sous ces questions? C'est ce qui a permis à quelqu'un d'autre de venir au pouvoir aussi. Donc je vais dire qu'aujourd'hui, on est pour nous aussi dans nos combats. Donc, si on ne veut pas regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur et se dire que chacun a son combat à mener et à sa voie à tracer, on se jugera pour rien. Je pense qu'on a fait, il y a une décision qui a été prise. On est à une étape. C'est celle maintenant de se projeter et de voir
comme on l'a dit, on s'est assumé, l'on a quitté l'AES. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit avec les autres? On n'est pas des ennemis. Qu'est-ce qu'on construit avec les autres sans les juger? Chacun choisit ce qui est bon pour lui. Mais nous cherchons de façon tranquille et froide à trouver ce qui est bon pour nous. Et cela par le jeu des intérêts communs, la double coïncidence des désirs. Je pense que c'est ça qui doit être aujourd'hui ce sur quoi on doit être focus. Et ce n'est pas fini. Vous donnez rendez-vous tout à l'heure à 13h pour un plateau spécial consacré justement à cette question. À 13h, on a un plateau spécial parce que quoi qu'on dise, c'est un tournant dans notre histoire régionale, c'est un tournant dans notre histoire aussi, celle de l'AES, donc des 3 pays. On a donc voulu un décryptage sur cette question parce qu'on est le 28 et c'est l'acte définitif, en tout cas de retrait du point de vue de la CEDEAO, parce que du point de vue de l'AES, je pense qu'on est parti de façon définitive depuis le 28 janvier, mais je pense qu'il y a des marches à Ouaga, il y a des marches à Niamey, il y a des marches à Bamako, et on va essayer de regarder tout cela, et puis évidemment on va revenir sur les questions que nous avons abordées ici, évidemment les enjeux sur le plan diplomatique, sur le plan économique, et puis comment on se projette. Donc c'est à 13h pour ce décryptage-là avec des invités et des reportages. Rendez-vous donc à 13h pour le plateau spécial AES des médias leaders True TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro, et bien non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. True TV, la télé interactive.